Bonjour à tous, bonjour pour ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure. Donc toute cet après-midi, c'est Archilive et à l'occasion d'Archilive, nous avons l'occasion de discuter ensemble, de parler d'architecture avec autour de différentes thématiques, de différentes questions. Et celle qui va nous occuper pendant l'heure à venir, c'est technologie ou frugalité. Quel est l'avenir de l'architecture? Pour le dire un petit peu plus grossièrement, low-tech ou high-tech, comment se manifestent les enjeux d'aujourd'hui dans l'architecture. Un mot pour vous rappeler à nouveau, et je ne cesserai de le dire, vous pouvez poser vos questions dans le chat de l'application Archilive et je m'occupe de les transmettre vos questions à nos intervenants. Questions et commentaires, bien évidemment. Et puis voilà, je crois que vous avez maintenant l'habitude puisque c'est donc notre troisième table ronde des 4 qui sont prévues aujourd'hui. On parle, je vous le disais, de la technologie ou la frugalité. C'est vrai que jusqu'à présent dans l'architecture, on a l'impression qu'on avait beaucoup cru à la technologie depuis, disons, le mouvement moderne en architecture. On sent poindre depuis quelques années un engouement pour ce qu'on appelle, à tort ou à raison, le low-tech, une innovation qui se traduit cette fois plutôt par un long temps de conception plus que par un dispositif matériel. Alors, qu'est-ce qu'il en sera pour demain? Est-ce que, et je pose ma question encore une fois de manière volontairement caricaturale, mais est-ce qu'on en arrivera demain à une architecture high-tech, une architecture du dispositif technique, de la technologie, ou au contraire, est-ce que l'architecture telle qu'elle est en train de se dessiner aujourd'hui et pour demain va mettre en avant un minimum de dispositifs pour un maximum de temps de conception? On va essayer de répondre à ces questions avec nos intervenants, avec nos invités de cette table ronde, à commencer par vous, Étienne Riot, bonjour. Vous êtes chercheur en urbanisme. Pour ce qui nous intéresse, pour ce qui nous occupe aujourd'hui spécifiquement, vous êtes directeur de la recherche de l'agence PCA Stream. J'en profite d'ailleurs, un mot pour préciser. L'agence PCA Stream, donc l'agence d'architecture dirigée par Philippe Kiambaretta, qui, et c'est déjà présent dans le nom de l'agence, PCA Stream, une agence qui a une vraie volonté de faire aussi naître une recherche en architecture. Et donc vous êtes directeur, vous, de cette partie-là, de la partie recherche. Voilà, donc c'est pour ça que vous étiez assez bien placé pour participer à nos discussions. Vous êtes à côté d'Emmanuelle Pat, architecte, cofondatrice de l'agence Méandre. Alors, si je voulais... on vous a sollicité l'un et l'autre, nos deux architectes de cette table ronde, à partir des projets qu'on vous connaît. Et si on voulait caricaturer très grossièrement, on aurait peut-être Monsieur High-Tech face à Madame Low-Tech. On va se rendre compte que la vérité est beaucoup plus fine que cela, et ça sera tout l'enjeu de nos discussions. À côté de vous, Bernard Paul est avec nous. Bonjour Bernard. Vous êtes ingénieur dans une entreprise qui s'appelle Estia. Est-ce que vous pouvez nous la décrire peut-être en quelques mots, là où on connaît évidemment les agences PCA Stream et l'agence Méandre ETC. Estia, qui est un bureau d'études, qui a un statut peut-être un peu particulier. Bien sûr. Non, c'est un bureau d'études qui a été créé par 3 personnes qui étaient toutes en train de faire une thèse dans un des labos de l'EPFL, donc l'école de Lausanne. Et l'une travaillait sur le chaud, l'autre sur le froid, et la troisième, c'est-à-dire moi, sur la lumière. Et puis, on s'est dit, au moment de finir nos travaux académiques, on pourrait peut-être se regrouper et puis porter ces 3 thématiques, offrir une prestation en fait au monde de la construction sur ces 3 thématiques groupées. Voilà. Et on va voir que vos réponses, je ne sais pas si vous êtes l'homme de la synthèse dans ma présentation très caricaturale de nos 3 intervenants, mais voilà, on verra peut-être des réponses qui utilisent aussi bien la technologie que des dispositifs qui demandent peut-être un peu plus de réflexion en amont et qui sont un peu plus légères matériellement parlant. Comme lors de la précédente table ronde, je vous ai demandé de venir, non pas les mains vides, mais avec chacun quelques images de projets pour que l'on puisse là encore comprendre un petit peu vos points de vue, savoir d'où est-ce que vous parlez. Et je vais vous demander alors de les commenter, ces images. Et on commence avec vous, Emmanuelle Pat. On a cette photo et quelques autres d'ailleurs d'un groupe scolaire à Pantin, un bâtiment de 2011. Un bâtiment qui affiche ça sur sa façade, c'est ça? Dans le hall, oui.
En effet, c'est un bâtiment zen, zéro énergie. Et donc, la spécialité en fait de l'agence Méandre ETC, c'est vraiment de travailler sur des bâtiments pionniers au niveau environnemental. Et en l'occurrence, là, c'est un bâtiment où la consommation énergétique est réduite vraiment au minimum. Donc, c'était il y a plus de 10 ans. Enfin, il n'y a pas tout à fait 10 ans. Et on consommait à peu près 10 fois moins que ce que demandait la réglementation. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, il faut produire un peu d'énergie pour compenser l'énergie que l'on consomme. Donc sur cette image, on voit les bâtiments avec les panneaux solaires photovoltaïques qui produisent un peu d'énergie pour compenser les consommations. Mais du coup, je voudrais faire un petit aparté sur comment on arrive à ça. Et finalement, je repense parce qu'on oppose le low-tech et le high-tech, mais finalement, est-ce que c'est la bonne chose? Nous, chez Méandre ETC, notre idée, c'est de faire ce qui marche, ce qui est le plus efficace. Et par exemple, pour ce bâtiment-là, on a fait d'abord le low-tech, on a travaillé d'abord sur l'enveloppe, une enveloppe très performante, sur la lumière naturelle. Hein. D'ailleurs, je voudrais par exemple réévoquer une histoire qui est dans les années 70 avec le premier choc pétrolier. On a réduit les fenêtres dans les bâtiments pour économiser de l'énergie. Donc, d'une certaine manière, c'était une façon low-tech d'économiser l'énergie parce qu'on savait qu'on consommait plus, enfin, on avait plus de déperdition par les fenêtres que par les murs. Et finalement, ça aboutit à une chose un peu absurde, qu'on est obligé d'allumer la lumière à l'intérieur parce qu'on n'a pas assez de lumière et de mettre des VMC parce qu'on n'a pas assez d'ouverture. Donc, on voit que opposer le low-tech et le high-tech, c'est pas forcément la bonne solution. Pour ma défense, ça permet de créer la discussion, voilà. Voilà, donc on commence par faire du low-tech et puis après on fait du high-tech. Comme vous avez vu là, dans le hall, on a un affichage parce qu'il y a tout un monitoring. Hein. Alors le high-tech à l'école de Pantin, c'est de la géothermie pour utiliser la terre, la chaleur de la terre, c'est du double flux à récupération de chaleur, c'est le panneau photovoltaïque, etc. Et dans le hall de l'école, on voit qu'on a équilibré. Donc quand le petit bonhomme est vert, ça veut dire qu'on est effectivement zéro énergie, on produit plus d'énergie que ce qu'on consomme. Voilà. Mais finalement, pour nous, l'important, c'est quand même la salle de classe, hein, le confort de l'usager, donc c'est la diapo suivante, le plaisir qu'on a à habiter et ce qui nous intéresse quand on fait les bâtiments, on met toujours le meilleur de nous-mêmes, on travaille avec le maître d'ouvrage, avec les bureaux d'études, on travaille avec tout le monde justement pour allier le low-tech et le high-tech et faire quelque chose où on se sente bien et où on n'a pas beaucoup de temps à savoir ce qu'il faut régler, s'il faut mettre un peu plus de chauffage, un peu moins de ceci, un peu. Voilà, l'idée, c'est qu'on oublie tout ça. Hein. C'est le plaisir d'habiter qui est le plus important. Un deuxième projet que vous nous présentez qui n'est pas très loin géographiquement, ou en tout cas au moins dans la lignée conceptuellement, c'est peut-être plutôt ça ? Alors oui, parce que nous, on travaille toujours sur le même sujet, finalement, c'est faire des bâtiments les plus confortables et les plus plaisants possibles en ayant le moindre impact sur la planète. C'est l'idée. Et là, c'est une école à Montfermeil. D'ailleurs, le dossier de consultation d'entreprise est en ligne. C'est un projet dont on a fini les études et on va bientôt démarrer le chantier. Et l'idée, c'est qu'on va profiter du retour d'expérience du projet précédent. Et on s'est rendu compte dans le projet précédent que certaines dispositions high-tech, comme par exemple le double flux à récupération de chaleur, plus
le chauffage avec la géothermie, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué à régler parce que s'il y a un peu trop de chauffage, on se dit comment on va faire, il faut qu'on descende, qu'on augmente la ventilation, qu'on descende. En fait, c'est un peu compliqué. Et dans une école, il faut que ce soit simple parce que les enseignants ne sont pas là pour régler des machines, ils sont là pour enseigner. Et du coup, pour cette école à Montfermeil, on a décidé d'aller encore plus loin et de supprimer complètement le chauffage. Donc on n'a plus de chauffage, on n'a que du double flux à récupération de chaleur, de sorte que ce sont les enfants finalement qui chauffent l'école parce que c'est la chaleur émise par les enfants grâce à ce système high-tech qui est le double flux à récupération de chaleur, qui préchauffe l'air neuf rentrant, parce qu'évidemment la qualité de l'air c'est important, et c'est grâce à ça. Et on s'était rendu compte à Pantin, avec les systèmes de monitoring, qu'il y avait très peu d'échanges thermiques de la boucle de chauffage, parce que finalement la présence même des personnes dans un bâtiment très bien isolé suffit à chauffer. Et donc, pardon, est-ce qu'on peut juste bien préciser très techniquement comment ça se passe? C'est-à-dire que le double flux, donc ça veut dire que l'air d'une salle va sortir de la salle, on va dire, pour le renouvellement d'air. Il se trouve que cet air est un petit peu chaud parce qu'on est tous dans la salle et que du coup on dégage de la chaleur. Et du coup cet air va croiser par... sans jamais s'infiltrer, hein, il y a toujours des parois qui séparent, mais va croiser de l'air qui rentre et du coup va le permettre de préchauffer cet air-là. Et donc du coup, il y a bien un changement de l'air de la salle, mais c'est de l'air chaud qui arrive et cet air chaud, il est préchauffé par la chaleur dégagée par les corps. Exactement, parce que chaque enfant est un petit radiateur de 100 watts. Hein. Donc on utilise l'énergie de ces enfants. Alors je ne sais pas si c'est du low-tech ou du high-tech. Alors là, je pose la question. Est-ce que l'enfant est low-tech ou high-tech? Je ne sais pas, ça c'est une question. Donc chaque enfant apporte de la chaleur. Et évidemment qu'il ne s'agit pas qu'il ne puisse pas respirer, car c'est très important de bien respirer pour irriguer son cerveau et bien apprendre. Donc, et puis pour être en bonne santé. Donc c'est sûr, voilà. Oui. Donc en effet, il y a des échangeurs où la chaleur de l'air extrait, l'air vicié en quelque sorte, est prise pour préchauffer l'air rentrant de cette école. Mais ça marche aussi parce que on a une enveloppe, alors dans cette école à Montfermeil, une enveloppe en terre très isolante. Et puis, sur cette école, on va plus loin qu'à Pantin, parce que ça, on ne l'avait pas fait encore. On va utiliser la terre crue du Grand Paris, hein, la terre crue qui est excavée. Quand on fait le métro, quand on fait le RER en ce moment, on excave énormément de terre. Et cette terre, qui n'est pas cuite, contrairement à ce que nous avons entendu tout à l'heure sur la brique, cette terre, elle est utilisée crue. Donc, le fait qu'elle soit crue apporte des qualités, hein, des qualités de régulation de la masse, enfin ça apporte une masse thermique et de régulation hygrométrique. Alors moi je dirais la terre crue. Une petite traduction. Oui, la terre crue c'est quand même le plus low-tech du low-tech. Hein. Enfin, voilà. Il suffit de se pencher. Mais c'est un matériau donc qui régule. C'est un matériau qu'on appelle à changement de phase. C'est-à-dire que grâce au fait qu'il absorbe l'humidité dans une pièce, quand il fait froid et humide, on est très mal. Mais si l'humidité est absorbée, l'air est plus sec et tout de suite, on est beaucoup mieux. D'ailleurs, on peut même descendre la température parce que le confort thermique, ce n'est pas uniquement la température, c'est tout un ensemble de choses. Alors, c'est du low-tech, mais c'est savant. En fait, moi, je veux dire, le low-tech, c'est savant. Ça demande de l'intelligence. Et là, la terre crue, en absorbant l'humidité pendant l'hiver, elle permet qu'on ait une meilleure température. Et l'été, au contraire, c'est là où il y a le changement de phase, elle restitue cette humidité et ça apporte de la fraîcheur. Donc en fait, ça remplace la clim en quelque sorte. Une toute petite question très précise. Je crois que je devance la question de peut-être quelques personnes qui nous suivraient et que je profite d'ailleurs pour rappeler qu'on est là aussi pour prendre toutes vos questions, vous qui nous regardez depuis l'application Archilive. Une petite question très concrète sur cette histoire d'un bâtiment sans chauffage. On a quand même une petite machine qui est prête à s'enclencher si par hasard les enfants, ces petits radiateurs de 100 watts, ne permettraient pas assez de préchauffer l'air, on est d'accord ?
Alors, en effet, quand on revient des vacances de Noël et qu'il a fait froid pendant 15 jours et qu'il n'y a eu personne dans l'école, eh bien, la masse thermique s'est peut-être refroidie. Alors moi, je préconisais de faire un cours de gymnastique en première heure. Quand on revient, comme ça, on réchaufferait l'air. Mais vous savez, parfois, quand on dit ça, il y a des gens qui le prennent mal parce qu'on ne doit pas leur dire ce qu'ils doivent faire dans un bâtiment, ce qui est tout à fait logique, hein, normal. Donc voilà, donc en effet, on a mis pour ces quelques moments-là, des petites batteries qui permettront de préchauffer le premier air entrant au retour de vacances d'hiver, s'il a fait froid, etc. J'espère qu'on s'en servira jamais, mais évidemment, on ne pouvait pas prendre le risque. Si on ne s'en sert jamais, eh bien, l'école suivante, on ne mettra même pas ces batteries-là. Votre voisin aussi est venu avec quelques images de projets dans les poches. Étienne Rio, je rappelle que vous êtes directeur de la recherche à l'agence PCA Stream et vous nous présentez 2 projets. Ce premier projet, un immeuble de bureau à Paris, c'est bien ça ? C'est un parking, qui devient autre chose. D'accord. Voilà. J'étais en train de me dire, mince, est-ce que j'ai mal lu ? Non, vous avez bien lu. Il y a bien du tertiaire dedans. C'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Emmanuel, je pense qu'on est absolument raccord. Donc finalement, le low-tech et le high-tech peuvent se rencontrer. Simplement, PCA Stream n'est pas une agence d'architecture high-tech au sens où on voudrait concevoir le high-tech. C'est vrai que le récit un peu binaire et facile, hein, sur high-tech, low-tech, c'est sûr. Mais je vais y revenir en quoi est-ce que effectivement, on a besoin de technologie, mais au sens propre du terme, pas au sens un peu dévoyé, lié à une mauvaise traduction anglo-saxonne qu'on a de ce terme aujourd'hui. L'exemple qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un projet en cours de PCA Stream, rue Legendre à Paris, tout près des Batignolles. Et c'est un ancien parking, un parking des années 60, et qui pose toujours cette question de qu'est-ce qu'on fait avec le déjà là ? Comment est-ce qu'on fait la ville aujourd'hui si on ne doit pas artificialiser les sols, si on doit utiliser ce dont on a hérité et qu'on n'aurait peut-être pas conçu de cette sorte parce qu'il y a des qualités thermiques qui peuvent être beaucoup plus faibles que nos exigences actuelles et que les impératifs écologiques qui sont au cœur de nos métiers. Donc rue Legendre, c'est un projet où finalement on convertit un ancien parking en un ensemble d'hyper-usages mélangés. C'est-à-dire qu'on a en façade un hôtel dont on a finalement utilisé les caractéristiques pour reconstruire une façade tout à fait contemporaine qui donne une nouvelle vie à cet ensemble. Et puis quand vous accédez à l'intérieur, vous avez ce que vous voyez sur l'image située à la droite de l'écran, vous avez ces espaces de coworking et ces espaces tertiaires sur lesquels on n'a pas cherché à effacer la structure originelle du parking que l'on a maintenue, où on travaille sur des jeux de transparence avec une écriture que l'on veut la plus simple possible pour donner un niveau de qualité le plus élevé aux utilisateurs. L'idée ici, c'est que pour parvenir à ça, il faut travailler avec de la haute technologie et j'en viens là à cette définition. Pour nous, la haute technologie, c'est pas le petit dispositif super technique avec plein de terres rares, très consommateur. C'est un ensemble de savoirs qui mobilise des techniques, des connaissances dans des champs extrêmement variés. Et cette haute technologie, dans ce sens-là, elle est vraiment impérative aujourd'hui. On a toute une reliance de savoir à constituer aujourd'hui dans les métiers de la conception, quel que soit d'ailleurs le nom du métier qu'on met derrière. C'est l'architecte, c'est l'ingénieur, c'est le designer, ce sont les sociologues, les anthropologues qui aident à la base du concept à comprendre ce que vont être les utilisateurs et la manière dont ils vont se saisir de ce qu'on aura conçu. Donc ça, c'est un premier exemple pour dire PCA Stream travaille beaucoup dans l'existant, beaucoup dans du tissu super dense qui nécessite une grande technologie en termes de savoir et de pratique dans les différentes personnes qui concourent à ces projets. Deuxième exemple, cette fois-ci sur du ex abrupto, qui va être un exemple de concours que l'on n'a pas remporté, mais pour lequel on était assez fiers, même très fiers de la proposition. C'est le projet Quai d'Issy, situé à la lisière entre Paris et Issy-les-Moulineaux. C'est un bâtiment bas carbone. C'est un bâtiment qui est situé dans les fameuses dents creuses urbaines, aux lisières de ces grandes infrastructures héritées, et qui pose cette question de qu'est-ce qu'on fait quand on doit aujourd'hui créer sur un sol qui est déjà artificialisé, mais lui redonner vie en densifiant. Et donc là, on a eu tout un projet de conception bas carbone très circulaire, où l'objectif était d'utiliser
un ensemble de techniques, cette fois-ci, qui permettaient justement d'atteindre une vie des usages dans les bâtiments qui soient les plus décarbonés possibles. Donc on a travaillé sur évidemment les végétalisations de façade, mais pas que. On a travaillé aussi sur le confort au vent, sur la manière de recycler et d'utiliser les dispositifs situés en rooftop, en terrasse sur la toiture pour filtrer de l'air qui pouvait être réintégré dans les circuits d'air du bâtiment. On a travaillé évidemment sur les usages en développant des concepts de jardin intérieur, des concepts de terrasses qu'on dit comestibles, le tout étant d'activer au sein de ce que l'on conçoit la plus grande circularité possible. Et là encore, pour parvenir à ces usages très désintermédiés en contact avec la nature, en contact avec des éléments essentiels, ça nécessite en amont de mobiliser un ensemble de savoirs et de techniques, donc des technologies qui, elles, peuvent être assez sophistiquées, c'est clair. Donc voici un exemple de la mise en œuvre très schématisée au stade projet de ce que pouvait être l'ensemble des dispositifs et des techniques circulaires que l'on appliquait dans cet immeuble. Et vous vouliez nous parler d'un troisième bâtiment, et je me rends compte que j'ai peut-être pas le visuel qui va avec, mais bon, il est assez proche peut-être de celui-là. Alors Oui, il est proche de celui-là, c'est pour ça que je n'ai pas eu le visuel. Et aussi, c'est un bâtiment qui est en cours de conception qui s'appelle le Stream Building. Alors, il est exemplaire sur un aspect très particulier qui est celui de la circularité. Le Stream Building, c'est un immeuble que l'on conçoit, que l'on a un concours d'abord qu'on a remporté dans le cadre de Réinventer Paris. Il est situé en face du nouveau tribunal de grande instance dans le 17e arrondissement. Et c'est un immeuble dont la conception se veut très évolutive à partir d'une réflexion sur sa trame constructive. Ça veut dire que grosso modo, là encore, on a plein de fonctions différentes, du tertiaire, du commercial, du semi-résidentiel avec des solutions hôtelières. Et la trame a été conçue de sorte que tous ces usages puissent muter à travers la vie du bâtiment. Et au-delà de ça, on a aussi des systèmes qui font que, par exemple, le houblon qui est en façade va être récolté par la brasserie qui est positionnée en socle et que la manière de faire opérer cette brasserie et de cultiver l'ensemble des cultures comestibles sur le bâtiment va être assurée par une entreprise d'insertion. Là, ce dont on parle, c'est de dire qu'on met tout en œuvre dès la phase du projet pour assurer un usage qui soit finalement le plus soutenable possible, mais soutenable traduit dans la réalité, enfin dans la vraie vie. Et ça, c'est aussi notre rôle et notre responsabilité à l'échelle des projets, et vous l'avez très bien exprimé. Peut-être juste sur, on a vu de vos trois projets, un seul qui est livré, c'était les bureaux à Paris, donc reconversion d'un ancien parking. Vous avez beaucoup d'exemples. Alors, mine de rien, vous êtes une assez jeune agence finalement, PCA Stream, mais à ce titre, on a beaucoup de projets en cours, quelques chantiers tout juste livrés. Est-ce que vous avez un peu de retour d'expérience tout de même sur tous les enjeux que vous étiez en train de nous présenter à l'instant ? Oui, on est jeunes, peut-être qu'on ne vieillit pas, mais on a 20 ans, donc on est quand même... On va fêter nos 20 ans. C'est-à-dire qu'on a atteint notre majorité. Alors même que finalement, en fait, il y a beaucoup de projets en cours, mais pas tant que ça par rapport à d'autres agences de la même époque, on a l'impression que... Quand même, il y a pas mal de projets qui ont été réalisés. Simplement, Philippe Chiambaretta a fondé cette agence il y a 20 ans et il a promu le fait qu'elle puisse muter assez rapidement pour s'adapter aussi et anticiper la transformation des usages. C'est une agence qui est à la fois une agence d'architecture et un do tank, comme on le dit avec un mauvais anglicisme, mais grosso modo où on a un dialogue très fort, un dialogue théorique très fort avec les chercheurs et les plasticiens pour nous permettre de capter l'évolution des usages. Donc très concrètement, sur le retour d'expérience, en 2010, on avait mené une réflexion avec Stream, qui est la partie recherche de l'agence, avec mon collègue François Collet, et il avait travaillé notamment sur le devenir des espaces tertiaires et de l'activité de bureau. Ça s'est traduit dans un projet qui s'appelle Cloud, qui est situé rue de Richelieu à Paris, que vous pouvez voir, où justement on avait travaillé sur des éléments en fait très simple. Par exemple, renforcer l'apport de lumière naturelle pour éviter d'avoir des doubles jours sur les espaces tertiaires, parce que c'est des espaces qui sont moins agréables. Et par des procédés techniques, on a réussi à faire entrer beaucoup plus de lumière dans le bâtiment. Cloud, c'est aussi, au-delà des techniques de conception, la volonté d'améliorer la sérendipité, c'est-à-dire les rencontres un peu fortuites qui sont le sel de l'économie créative. Et dès la livraison du bâtiment, on a eu des preneurs comme Blablacar ou Facebook qui, à l'époque, en plus, étaient attentifs à ce type d'espace. Donc les retours que l'on a, c'est effectivement de rendre très désirables des immeubles tertiaires que l'on crée, non pas par leur haute technologie, mais par le fait qu'ils désintermédient au maximum le rapport avec des éléments naturels, que ce soit la végétalisation, que ce soit l'apport d'air, que ce soit l'apport de lumière naturelle.
Et pour ce qui est de retours, de mesures plus précises, peut-être qu'on attendra encore un peu quelques années d'avoir encore une expérience de plusieurs années d'usage dans tous ces bâtiments pour pouvoir en parler. Et notre troisième intervenant, Bernard Paul, pardon, ingénieur, je rappelle, de l'entreprise Estia. Vous nous avez préparé quelques bâtiments. En fait, je suis architecte de formation. Non, c'est pas vrai. Oui. Ah ben oui, il y a le PFL du coup, oui, avec un double cursus, architecte et ingénieur. Non, je ne suis pas du tout ingénieur. Vous n'êtes pas ingénieur dans ce bureau d'études d'ingénieur, vous n'êtes pas ingénieur. Non, non, non. Je suis un rescapé. Enfin, un décalé. C'est très bien de le préciser, alors pardon pour la petite. Mais en fait, je pense que c'est intéressant justement que ingénieur et architecte travaillent ensemble parce que c'est, à mon avis, c'est comme ça qu'on fait des bons projets. Quand on arrive à avoir un bon dialogue, alors ça marche très bien. Si le dialogue n'est pas bon, souvent ça donne des mauvais projets et d'ailleurs souvent on ne recollabore plus. Hein. Bon. Parlons des bons projets alors. Disons, parmi les 3 projets que j'ai sélectionnés, il y en a 2 qui sont de la rénovation. Et c'est quand même important de parler de rénovation parce qu'il y a un stock énorme de bâtiments qui sont là. On peut choisir de les détruire et de les reconstruire, ou on peut choisir de prolonger leur vie. Celui-ci, c'était l'ancien hôtel Carlton à Genève et qui a été repris par le Comité international de la Croix-Rouge. Et il fallait en faire un bâtiment de bureau, en fait. Et bon, là, pour le coup, c'est assez low-tech. Une grande partie du travail a été de refaire des fenêtres qui permettaient d'avoir de la lumière, d'avoir des protections solaires qui fonctionnent et d'avoir aussi une fonction de ventilation naturelle dans ce bâtiment. Parce qu'on n'allait pas installer de la clim, bien sûr. Pas installer de double flux dans un bâtiment comme ça, c'est trop compliqué. Ça serait beaucoup d'énergie grise. Et donc, on a travaillé avec un fabricant de fenêtres pour faire des fenêtres qui ont des différentes positions, en fait, notamment une position de décompression de joints qui permet de ventiler à très faible débit, mais de façon continue, et qui a un bon mode pour l'hiver, par exemple. Et puis, bon, des tas d'autres positions. Et puis là aussi, il y a plein de travaux sur d'autres thématiques, mais la fenêtre était importante. Les volets qui n'avaient plus servi depuis 40 ans, en fait, on les a remis en service finalement, et les gens peuvent s'en servir. On n'a pas mis d'autres protections solaires, donc ils reviennent en usage. Et où est-ce que je voulais en venir? Je voulais rajouter quelque chose de très intéressant, certainement. Non, si je réfléchis par rapport, peut-être on avait un peu préparé cette discussion, mais écoutez, ça va nous revenir dans les prochaines thématiques. Alors ça, c'est un... Je me rends compte que j'ai inversé mes images. On est sur la mairie le gymnase, pardon, d'Yverdon. Voilà, c'est ça, excusez-moi. Yverdon est une petite ville qui a 50 km ou moins que ça même de Lausanne. Dans les années 70, il y a eu un gros mouvement de construction d'écoles dans le canton de Vaud. Et on a fait tout un tas d'écoles sur un modèle qu'on a appelé le système CROCS, C-R-O-C-S. Et puis ces écoles, elles arrivaient à... Bon, il fallait les remettre dans le jus et dans la performance actuelle. Alors, c'est des bâtiments qui sont pas très spectaculaires, mais dans la vue de droite, là, on a refait, bien sûr, toutes les façades, puisque c'était des façades légères, c'était facile de remplacer ces façades et de repartir avec des systèmes plus performants. On a maîtrisé la surface vitrée, bien sûr. On a maîtrisé les ouvrants, la position des ouvrants. On a maîtrisé aussi les protections solaires. Et ce qui est frappant, en fait, ce bâtiment appartient à l'État de Vaud, qui a, je sais pas, peut-être des centaines de bâtiments. Et un bâtiment rénové, en fait, c'est pourtant celui qui consomme le moins d'énergie de tout le canton, de tous les bâtiments appartenant à l'État de Vaud. Ça veut dire qu'on peut faire aussi, avec des vieilles casseroles, on peut faire des jolies choses. Là, il y a pas mal de technologie qui a été mise sur la commande des ouvrants et la commande des protections solaires. En fait, dans cette histoire de low-tech, high-tech, un bâtiment, il faut qu'il ait une bonne proportion vitrée, il faut qu'il ait une bonne proportion d'ouverture, il faut qu'il ait une bonne isolation sur les surfaces opaques. Et il faut qu'il gère bien la lumière, le chaud, le froid en été, enfin, qu'il fasse un peu frais en été.
Et on peut faire beaucoup de choses à la conception lorsqu'on dessine l'enveloppe, comme vous l'avez dit. L'écran s'est éteint. C'est notre tour. Je disais, on peut faire beaucoup de choses à la conception, mais lorsque le bâtiment est déjà là, c'est un peu plus compliqué. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un bâtiment, il doit faire face à une multitude de situations, l'hiver, la mi-saison, l'été, le matin, le soir, etc. Et en fait, pour gérer cette multitude de moments, et avec des gains solaires ou pas, du froid, on a besoin d'une mobilité, en fait. On a besoin d'une réaction mobile qui est, par exemple, des ouvrants, par exemple, des protections solaires. Et ça, en fait, la technologie nous aide aujourd'hui à accompagner les utilisateurs dans cette mobilité de la peau, en fait, de l'enveloppe. Voilà. Donc vous serez aussi de la synthèse low-tech, high-tech, évidemment. Voilà. Vraiment, quelle idée d'avoir mis ce sujet. Non, merci encore de participer à la discussion, justement. C'était bien évidemment le but recherché. On a un troisième bâtiment, et en plus, on a retrouvé les retours. Et cette fois, c'est bien la mairie de Nicosie. La mairie de Nicosie, en fait, il se trouve qu'un de nos cofondateurs est chypriote, grec. Et donc, on travaille un petit peu à Chypre. Cette mairie, en fait, elle est construite sur un site archéologique assez riche. En fait, on a découvert qu'il était riche au moment où on a fait les fouilles, bien sûr. Et donc, il y a eu pas mal de complexité pour la structure, enfin, pour l'appui de ce bâtiment sur ce sol. Mais dans un pays comme Chypre, en fait, il y a beaucoup de soleil, donc beaucoup de chaleur en été, et pas mal de vent aussi. Un vent un peu sableux aussi, ce qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les protections solaires, par exemple. Et là, l'enjeu, c'était de faire un bâtiment qui ne consomme presque pas d'énergie pour le froid, mais il en consomme un petit peu. Enfin, il y a une production de froid auquel les gens peuvent faire appel, à laquelle ils peuvent faire appel, mais on essaie, en fait, avec les ouvertures, les ouvrants, des ouvrants protégés donc, contre la pluie et les effractions, de gérer le cycle chaud-froid en stockant le frais de la nuit dans la masse thermique, comme l'a évoqué Emmanuel Pat. Et on a aussi quelques... Par exemple... Sans passer par la terre, cette fois. Il y a une autre... Tout à l'heure, on parlait de ça avec le matériau terre. Non, là, je crois que c'est du béton, en fait. C'est les dalles de béton, en fait, qui servent à stocker cette énergie. Et puis, il y a un petit détail, mais à mon avis, qui fait toute la différence, c'est qu'on a mis des ventilateurs plafonniers, qui sont des objets, finalement, quand même assez low-tech, et qui baissent la sensation de température entre 3 et 4 degrés. Donc en plein été, s'il fait 32 et ou s'il fait 31 et vous faites tourner le ventilateur à très faible vitesse, vous avez la sensation qu'il fait 27 ou 28 et c'est tolérable. Et du coup, les gens ne vont pas appeler ce froid qu'ils ont à disposition. Pour préciser, pour être bien sûr de comprendre, un ventilateur qui tourne, c'est bien moins énergivore qu'une climatisation, hein, c'est ça? Oui, parce qu'un ventilateur qui tourne, c'est un petit moteur qui fait tourner une hélice qui offre peu de résistance quand même, alors qu'une climatisation, on va compresser du gaz, on va après détendre ce gaz pour qu'il absorbe de la chaleur, etc. Puis c'est un cycle assez gourmand en fait. Oui, peut-être que c'est un rapport de 1 à 10, disons. Donc effectivement, on préfère les petits ventilateurs qui tournent. Merci alors à tous les trois pour ces évocations de quelques-uns des bâtiments sur lesquels vous travaillez respectivement. Il y a plusieurs questions qui me viennent après tout ce qu'on a dit, et notamment le mot même de low-tech. En fait, je me rends compte que c'est un peu un fantasme. Alors, je ne sais pas si c'est un fantasme d'observateur de l'architecture ou si c'est juste moi personnellement, mais en fait, je me rends compte à vous entendre que Emmanuel Pat, votre low-tech, il passe par une ventilation double flux. Tout à l'heure, on voyait aussi des panneaux photovoltaïques. Enfin, on est loin de l'image qu'on peut avoir d'un bâtiment tout en terre avec une bonne conception des ouvertures qui vont permettre d'en avoir, je ne sais pas, aucun chauffage, aucune climatisation, rien du tout. Ça n'existe pas, ça, en fait. Je ne sais pas si ça n'existe pas. Je pense que, enfin, moi, ça serait un peu mon idéal de... en fait, j'ai une devise qui guide un peu ma vie, c'est que l'envers vaille l'endroit. Et en fait, mon idéal, ça serait qu'il n'y ait pas des gens qui vont travailler dans des mines ou qui vont être en arrière-plan pour nous permettre d'avoir le meilleur confort dans nos bâtiments. Donc, en fait, ce qui guide un peu
enfin, mon idéal d'un bâtiment qui pourrait apporter le meilleur plaisir et le meilleur confort et la plus grande facilité d'usage, etc. Avec le moins de... alors je dirais pas de technologie embarquée, mais en tout cas, pas de technologie qui serait impactante quand nous, pour notre plaisir, on aurait malheureusement des enfants qui travaillent dans des conditions effroyables. Voilà. Donc en fait, peut-être plus loin que le low-tech et le high-tech. Alors il y a aussi la question de l'obsolescence, il y a la question du circuit court, il y a la question, voilà, toutes ces questions-là. Et du coup, chaque fois que je peux faire de manière plus économe, où je connais les tenants et les aboutissants d'un produit, combien de temps il va durer, que je peux rendre le même service comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, la clim, quand je vois qu'on met de la clim à Dijon au mois de mars, parce qu'on a fait des grands vitrages plein ouest, sans aucune protection solaire extérieure, mais j'ai envie de pleurer, quoi, parce que je me dis, là, c'est criminel, quoi. Pourquoi on fait ça, quoi. Voilà, donc c'est ça ma réponse. Non, très très bien. Mais peut-être pour préciser la première partie de votre réponse sur la question, effectivement, du coût environnemental et social même d'une technologie de qualité. Le panneau photovoltaïque pose problème. C'est de ça dont vous parliez ou Alors, moi, je ne condamne pas, je ne veux pas juger si je ne sais pas. En fait, j'ai besoin de voir. Vous savez, c'est saint Thomas, le patron des architectes. Hein. Nous, on a besoin de voir pour croire. Alors, c'est vrai qu'on a des tas même de certifications qui nous disent que ça, c'est green, machin, etc., etc. À un moment, si votre voisin a des poules et que vous mangez les œufs de ses poules et que vous voyez que ces poules, elles sont tranquillement dehors, vous savez que elles sont bien traitées, quoi. Voilà. Sur le photovoltaïque, je suis pas sûre qu'on ait... je sais pas, je veux pas parler d'un sujet que je ne connais pas. Je sais pas si ça pose des problèmes. C'est sûr que moi, je me déplace en bicyclette. J'aime mieux être sur une bicyclette musculaire. Et d'ailleurs, c'est bon pour la santé. Hein, on gagne des années de vie en bonne santé. J'aime mieux être sur une bicyclette musculaire qu'avec... voilà. Mais par contre, sur le photovoltaïque, je crois que je préfère le photovoltaïque à certaines énergies qui comportent plus de risques. Voilà. Après, je pense qu'il faut en effet se renseigner sur comment on extrait des métaux, etc., etc. Pour en avoir parlé avec certains fournisseurs, c'est pas forcément la pire industrie qui soit. Le photovoltaïque, les batteries, c'est encore autre chose. Alors voilà, toutes ces... Bon. Peut-être aussi une autre question qui me vient de tout ça, et ensuite on va pouvoir poser vos questions qui défilent effectivement sur l'application Archilive. Vous pouvez encore nous en poser ou nous donner vos commentaires, on va les transmettre dans un petit instant à nos intervenants. Sur la question de la maîtrise de toutes ces technologies, alors je sais pas, peut-être Étienne Riot, c'est aussi un des enjeux qui pousse, alors je ne sais plus quel mot utiliser du coup, vu que je commence à bannir low-tech de mon vocabulaire, mais finalement, un bâtiment, s'il pouvait être très très bien utilisé, peut-être qu'on pourrait se permettre de mettre tout un tas de technologies si elles étaient vraiment bien maîtrisées par l'usager. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est ça aussi qui pousse parfois à un petit peu plus d'humilité dans l'utilisation de tous ces dispositifs. Oui, oui, c'est une question qui nous travaille beaucoup parce que toute la filière de l'architecture, de l'urbanisme est vraiment portée par les enjeux de la transition écologique depuis maintenant presque plus d'une décennie, on va dire, et ça s'accélère grandement maintenant. Là, je vais donner un exemple sur cette question justement de l'usage. On est en train d'explorer un concept qui a été défini par un chercheur en design, Nicolas Nova, qui s'appelle le numérique situé. Et son idée, c'est un concept développé à propos des technologies numériques ou des dispositifs numériques et de la manière dont ils sont utilisés par les designers. Bon. Mais nous, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à transcrire dans l'architecture. Numérique situé, ça veut dire que c'est ni low-tech ni high-tech et c'est basé sur un retour d'expérience autour de ceux qui se définissent comme low-tech. Et en fait, il propose 3 chemins qui permettent de déterminer si oui ou non on développe un dispositif dans le champ
du numérique, mais ça pourrait être dans le champ de l'architecture. C'est le chemin matériel, le chemin territorial et ce qu'il appelle le chemin terrestre. Matériel, c'est est-ce que l'on est capable de définir les matériaux nécessaires à l'agencement du dispositif? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce que l'on maîtrise son obsolescence? Est-ce qu'on a la capacité à le réparer? Territorial, c'est est-ce que l'on est capable de définir les énergies qui vont être nécessaires pour faire fonctionner ce dispositif et quelles sont les énergies, qu'est-ce qui alimente ces énergies. Donc on va parler soit d'énergie d'extraction ou d'énergie au contraire d'éléments naturels. Et puis enfin, ce qu'il appelle le caractère terrestre, qui est plus autour de la modélisation du CO2 qui va être généré, autant dans la production que dans l'exploitation et dans l'usage. En fait, ces trois chemins comme ça permettent de mieux orienter le choix et de ne pas s'enfermer dans un débat a priori low-tech ou high-tech dont on voit que les contours peuvent devenir vite très flous. Et j'insiste sur ce point. Nous sommes des concepteurs. Moi, je suis chercheur, je ne suis pas concepteur. Mais nous sommes des concepteurs. Et je travaille tous les jours avec des concepteurs. Et il y a des nouvelles générations qui arrivent. Et chez PCA Stream, on est dans une agence où on a beaucoup, notamment, de jeunes talents qui arrivent. On ne veut pas qu'ils soient découragés devant l'ampleur du travail qui est devant nous en termes de transformation de la conception urbaine. Et parfois, certains débats comme le fameux, alors pas le vôtre aujourd'hui, mais je veux dire, certains débats qui sont très théorisés autour du low-tech impliquent derrière des choix de société et des postures professionnelles qui peuvent décourager. Et ça n'est pas ce que nous appelons. Nous appelons à ouvrir le spectre des savoirs, articuler beaucoup plus de savoirs et faciliter, projet par projet, action par action, le fait de tendre vers, nous, des villes durables, inclusives et désirables, c'est-à-dire vers des villes tout à fait humbles dans leur consommation, mais qui soient aussi tout à fait agréables à vivre. À propos de ce qui peut décourager, justement, je ne sais pas si c'est ça dont vous vouliez parler, mais la question du confort, par exemple, est-ce qu'il y a une vraie question aussi de quel est le confort pour lequel on va mettre en place tous ces dispositifs? C'était ça que vous aviez en tête? En partie, c'est-à-dire que derrière les choix que l'on fait, des techniques que l'on implante et de ce qui est nécessaire ou pas nécessaire, parfois le décideur peut aussi, je parle du décideur autant maîtrise d'ouvrage que maître d'œuvre, peut imposer un choix à l'individu. Et ça pose des grandes questions philosophiques. La question du confort, elle est vraiment passionnante, parce que c'est vrai que le rapport au confort, à un degré près, à un taux d'humidité près, on a des variations chez les gens qui sont considérables. Et c'est vrai qu'il y a la question de l'acceptabilité, de la frugalité dans certains endroits. Nous, c'est des questions qui nous passionnent, parce que, et au-delà qui nous passionnent, qui orientent aussi nos choix, on doit faire très attention à ça. Et quand on a à cœur de mettre l'utilisateur final au centre de la démarche, il faut, de notre côté, avoir une posture très humble à ce sujet. Et vous l'avez extrêmement bien dit par rapport à l'histoire des retours de vacances de Noël, où on espère qu'on n'a pas besoin de chauffage dans cette école, mais peut-être que ce serait nécessaire. Bernard Paul, peut-être à propos de ce qu'on entend, on comprend qu'il y a finalement plein de curseurs à ajuster de la meilleure manière sur effectivement les questions de confort qu'on veut apporter aux usagers, sur aussi les efforts entre guillemets qu'on leur demande, en tout cas la technicité dont ils vont devoir faire preuve. Sur cette question-là, est-ce que on vous demande peut-être parfois d'accompagner les usagers? Est-ce que vous réfléchissez à un dispositif qui implique d'ouvrir une fenêtre à un certain moment, etc. Comment on peut le faire comprendre aux usagers sans que ce soit trop compliqué? Bon, c'est difficile d'avoir un retour d'expérience. C'est vrai que souvent, dans les projets, quand le projet est assez sensible à l'usage et à un mauvais usage particulier, on fait des modes d'emploi. On dit, ben voilà, si on est en été et qu'il y a du soleil ou qu'il n'y a pas de soleil, eh bien, vous devriez peut-être mettre la fenêtre dans cette position, ou le dernier qui part du bureau doit baisser les stores, ou des choses comme ça. Ça fonctionne vraiment très bien si les gens appliquent ces règles. Mais c'est vrai que dans une map de bureau, par exemple, les gens, c'est jamais les mêmes. Les gens changent, donc on ne peut pas donner des règles dont on est sûr qu'elles vont être appliquées. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. C'est là où en fait on a besoin peut-être de quelques éléments de commande automatisée qui disent quand les gens sont pas là, donc on dérange personne, on met la fenêtre ou le store dans la bonne position et on prépare la prochaine demi-journée, des choses comme ça. Et on peut faire des très gros écarts avec quelques petites commandes comme ça, mais il faut de la technologie, mais c'est pas très complexe. Et puis ça marche très bien par contre. Je crois que j'ai pour l'occasion une marge d'1 minute. On me confirme pour poser une question pour vous transmettre une question qui nous est posée par l'application Archilive et on terminera là-dessus. Alors je ne sais
pas à qui d'entre vous exactement la poser spécifiquement. Sur les matériaux du low-tech, quels sont-ils notamment pour les façades? Alors on a parlé tout à l'heure, bon, j'étais un peu plus large que la façade, j'allais parler des murs périphériques que vous nous proposiez en terre crue, notamment avec tous les enjeux d'inertie thermique que permet la terre crue. Est-ce qu'on pourrait en citer quelques autres, là encore, pour un peu ouvrir Moi, déjà, pour la terre crue, je dirais que c'est pas forcément en façade qu'elle est le mieux placée. Parce qu'en façade, on veut se protéger de la pluie, en tout cas dans les pays où il pleut. On veut se protéger du soleil, enfin de la chaleur ou du froid. Donc, on va plutôt mettre des choses isolantes en façade. Un peu comme le vêtement, on met l'anorak, on met le pullover, voilà. Les matériaux, il y en a des tas, hein. Après, tout dépend de ce qu'on veut, tout dépend du temps qu'on veut que dure une façade. Après, on peut aussi imaginer qu'une façade, elle est peut-être moins pérenne, entre guillemets. C'est vrai que quand on voit qu'on démolit des bâtiments qui datent de pas si longtemps que ça, alors qu'on a des bâtiments en bois dans Paris avec des façades en plâtre et qui continuent à rendre leur service, aussi peut-être par rapport à leur épaisseur, hein, pour revenir à la porosité, des choses comme ça. Quand on voit ça, on se dit c'est peut-être pas de faire une façade très très solide, mais c'est aussi comment on la répare, comment voilà. Donc les matériaux de façade, moi je dirais que il y a un champ énorme de tout ce qu'on pourrait faire. Très rapidement, Bernard Paul et puis Étienne Riot. Disons, c'est intéressant quand on discute avec des ingénieurs civils, eux, ils vous disent il y a des matériaux qui sont très performants dans cet usage et d'autres, vraiment, c'est pas la peine. Et il ne faut pas tordre ces règles-là. Et je pense pour la façade, la clé, c'est de mettre pas trop de métal quand même. Le métal, c'est beaucoup d'énergie grise. Le verre aussi quand même. Et puis, si on met des matériaux un peu plus sensibles aux effets du temps et de la pluie, etc., il faut peut-être les protéger un peu justement de la pluie. Alors, ça veut dire que c'est dans la forme de la façade, dans l'épaisseur, dans les excroissances. L'énergie grise, je rappelle, hein, qui est cette énergie de production d'un matériau. Oui. Voilà. Et très très rapidement, s'il vous plaît, Étienne Riot, je suis désolé de vous presser à nouveau. Non, mais ce qui m'arrange, parce que je ne suis pas un ingénieur de matériaux, mais juste sur la façade, on a nous un exemple de projet en cours à la Défense qui justement doit résoudre une équation. Par le procédé constructif de la façade, on limite à 25 degrés maximum la température intérieure des locaux. Ce qui permet de réguler les enjeux de chauffage et de climatisation. C'est un système de façade à double pot. Et aussi, on a un vitrage toute hauteur qui permet d'avoir un apport d'air, un apport de lumière absolument maximal. Donc c'est sûr que c'est un procédé, cette fois-ci, très technique. Il mériterait peut-être d'être challengé, comme on dit, mais un peu, voilà. Mais au moment où il a été conçu, en tout cas, c'est un procédé qui permet justement de répondre aussi à des enjeux thermiques derrière et des enjeux d'apport de lumière pour économiser sur l'énergie nécessaire au fonctionnement. Et la remarque d'Emmanuel Pat, pardon, que je redis avec le micro, on l'a peut-être pas entendu, c'est ça rentrait en contradiction avec ce qui était dit juste avant. Un peu moins d'énergie grise. Voilà, ça serait le prochain débat qu'il faudrait faire. Énergie, exploitation, énergie grise. Mais ça montre en tout cas qu'on est vraiment sur une question de curseur à déplacer et non pas une question aussi abrupte que celle que je vous ai grossièrement posée. En tout cas, merci d'y avoir répondu avec toutes ces connaissances-là. On se retrouve à 17h15 dans 12 minutes pour la dernière table ronde de la journée. Nous parlerons du bois avec les architectes Dimitri Roussel et Lina Gottmé notamment. Merci. À tout à l'heure. Merci. David.